Les potos, mais alors rien à voir. C'est cette semaine où je sais plus quand j'étais posé devant la télé en train de regarder Men in Black. J'étais tranquillement là en claquette, j'ai pas dit chaussettes, et je me suis posé une question. Comment ce film peut être aussi vieux, être un aussi gros classique, avoir aussi bien vieilli, et avoir une scène de fin aussi éclater sa grande tante sur le teco? Jusqu'à pendant tout le film, je me posais la question de savoir s'il avait été retravaillé tellement les effets spéciaux sont encore bien faits. Mais alors quand j'ai vu la scène de fin, poto, ça m'a ramené à la réalité. Ah oui, carrément, j'avais l'impression d'être dans une cinématique de PS2. Les potos, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler du combat de Muteba Jizenga contre Junseki Bayashi. Tu connais, on fait le lien avec le manga et s'il faut, je te donne un peu plus d'explications. On va aussi parler rapidement des 6 combattants missionnés par Ayami, puisque dans le manga, à ce moment-là de l'intrigue, il y a un bonus les concernant. De toute façon, tu connais, on avait déjà fait ça avec Ayukure dans la dernière vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être au fait des prochaines vidéos, puisque je te rappelle qu'on est dans un arc Kengan Ashura. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu veux m'aider à redorer le blason de ce manga qui est incroyable et pas assez respecté par les distributeurs, tu connais. Bref, on y va. Moment opportun, c'est là que tout se jouera. Je suis dans l'arène comme dans Kengan Ashura. Comme je te le disais mon poteau, commençons rapidement avec le club des 6. Pour remettre du contexte, parmi ces 6 combattants, 5 ont été missionnés par Ayami pour prendre la place de combattant Kengan. Tu te rappelles de cette phase-là sur le bateau avant d'arriver sur l'île? Bon bah normalement t'es au courant que Meguro Masaki et Nikai Doren ont réussi à prendre leurs 2 places. Les 3 autres en revanche, qu'on se le dise, ils se sont fait masser. En même temps, ces 3-là étaient partis provoquer respectivement Mikazu Shirei, Wakatsuki Takeshi et Cosmo Imai. Vu qu'on sait que ces 3-là ont passé les 2 premiers tours, on peut se le dire, ils étaient mal tombés. Bon bah dans ce bonus, on les suit un petit peu avant qu'ils montent sur le bateau et donc on apprend un peu plus à les connaître. Dans cette mini-story, on suit Aku Fujio qui est, tu l'auras compris, l'un des 3 qui s'est fait pull-up. À ce moment-là, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette technique, mais le book se surnomme l'effaceur. Il paraît relativement normal ou en tout cas par rapport aux 5 qui vont l'accompagner dans cette mission. D'ailleurs, au départ, lui-même ne se sent pas vraiment à sa place. Une fois qu'il apprend à les connaître, on peut quasiment dire qu'il commence à tisser des liens. C'est donc au travers de son regard qu'on va en apprendre un peu plus sur les autres poteaux. À commencer par Julius Reynolds qui paraît extrêmement poli. Oui, ça m'a étonné. Ce dernier a par exemple demandé au resto dans lequel ils sont réunis l'autorisation pour consommer ses boissons. Il a pris le temps d'expliquer à Aku Fujio pourquoi il consommait autant de protéines et c'est notamment lui qui a été le premier à accepter de faire connaissance. On n'apprend malheureusement pas grand chose de plus sur Meguro Masaki, même si on peut encore une fois voir que le bug a été bercé trop près du mur. L'un des 2 hommes masqués, appelé l'homme masqué, très original soit dit en passant, a un temps quotidien de jeux vidéo de 15 heures. Oui, clairement le poteau il aurait mieux fait d'être streamer. Le poteau Bandé se fait appeler la calamité. Clairement il paraît pas désagréable hein, mais il est pas très bavard. Pour finir, concernant Nikai Doren, et pour le coup on en apprend pas mal. Justement parce qu'il a un trait de caractère qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir jusqu'ici, il est extrêmement bavard. On apprend qu'au-delà d'être des assassins, les loups célestes dont il est le chef sont des experts en armement. Et accessoirement on apprend aussi qu'il a un taser caché dans son slibard. Bon, nous on n'est pas là pour juger. Personnellement j'adore ce genre d'histoire. Ce que j'aime particulièrement dans Kengan Ashura, c'est que les humains restent des humains. Très souvent l'auteur donne une part d'humanité aux antagonistes et nous rappelle que finalement tout n'est que question de choix. Un mec comme Julius par exemple est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait croire au premier abord. D'ailleurs on a d'autant plus l'occasion de le voir dans Kengan Omega qui est la suite. Bref, maintenant passons au combat. Et déjà les potos, je vais te le dire d'entrée, c'est 2 personnages que j'aime beaucoup. Mais surtout, c'est aussi 2 personnages qui se ressemblent beaucoup. Normalement, tu l'as vu dans la miniature, c'est 2 très grands professionnels. Quand je dis professionnels, je parle évidemment de tout ce qui est du domaine de la profession. Ces 2 bougs ne rigolent absolument pas avec leur taf. Bien évidemment dans leur domaine respectif, mais cette facette de leur personnalité va les mener à avoir du respect l'un pour l'autre à la fin de leur combat. Parlons maintenant un peu plus précisément de ce que l'on voit durant ces 2 épisodes. Et commençons rapidement avec une information qui nous est lâchée dans le manga. Katahara Metsudo est un grand fan de catch. C'est notamment pour ça qu'il a autorisé le groupe Gundai à utiliser son Joker alors qu'ils ont pas changé de combattant. Mais qu'on se le dise, Katahara n'est clairement pas le seul dans cet univers à respecter le catch. Et ça, je vais pas te mentir, moi ça me fait plaisir. Non, parce que dites-moi les potos, je suis certainement pas le seul de ma génération qui se butait à regarder le catch sur RTL 9 à l'époque. Et potos, moi je trouvais des arguments incongrus quand on me disait que c'était du faux. La vérité,
vérité, je pense que ça m'a plus fait quelque chose d'apprendre que le catch c'était surtout de la mise en scène, plutôt que d'apprendre que le Père Noël en fait c'était mon oncle. Enfin bref, parenthèse faite, revenons à nos renards. En réalité, dès le départ, ce combat était déséquilibré. Même si Sekibayashi est un combattant impressionnant, il avait tout bonnement aucune chance contre Muteba. Faut pas oublier que dans cet univers, Jun Sekibayashi est un personnage public, autant que les Okubo Naoya et Kaolan Wongsawat. Là où quant à lui, les combattants ne savent absolument rien de Muteba. Wakatsuki le dit lui-même. Si le mercenaire avait gardé et utilisé sa technique contre lui, même lui se serait fait avoir. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien des techniques et aptitudes de Muteba. C'est notamment pour ça qu'il a réussi à surprendre Jun Sekibayashi. Et c'est pour ça que je te disais précédemment que ce dernier n'avait aucune chance. D'autant plus que sans te spoiler, je peux te le dire, Muteba en cache encore sous ses lunettes. Malgré tout ça, je le répète, le catcheur s'est extrêmement bien défendu. Il a réussi à déséquilibrer son adversaire. Il l'a quasiment contraint à se battre sérieusement. Mais surtout, il a plus ou moins résisté à un coup qui aurait dû lui être fatal. Rien que pour ça, respecter Marvelous Seki. Maintenant que tout ça est dit, je suis quand même obligé de te signaler, mon poteau, qu'il y a quelques erreurs de traduction par rapport au manga. La première concerne Sekibayashi. Lorsqu'il perce le tympan de Muteba, il dit dans le manga que c'est l'un de ses coups secrets. Évidemment, il sait que ça impacte sur la vue de Muteba. Tous ceux qui ont vu son premier combat savent que Muteba utilise son ouïe pour se repérer dans l'espace et pour repérer son adversaire. Donc j'ai pas compris pourquoi dans l'anime ils ont tourné cette phrase de manière à ce qu'on pense que Sekibayashi avait compris quelque chose. Ce n'est pas le cas, et d'ailleurs on le voit plus tard. La deuxième erreur de traduction qui a son importance concerne cette fois-ci Muteba. Lorsque Sekibayashi se relève après son perce-cœur, le mercenaire indique qu'il est dominé par la stupéfaction. Autrement dit, il est réellement impressionné par la force et le courage de Sekibayashi. Dans l'anime, encore une fois, Muteba dit quelque chose de tout à fait différent. Présumons que le catcheur se relève parce qu'il est dans un état de sidération. Encore une fois, ça veut absolument pas dire la même chose. Donc ça n'a absolument pas le même impact. À toi de juger, mon poteau, si ces informations sont intéressantes ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de le préciser. Ceci est un petit moment jeu proposé par votre très cher moi-même. Ah oui, bien sûr, tu connais, ça va aussi compter pour le référencement. Dorénavant, régale-toi car à chaque vidéo, un petit jeu de la sorte sera proposé. Donc poteau, fais pas le rat. Joue et donne ta réponse en commentaire. Bisous. T'as 5 secondes si possible sans mettre pause pour trouver ce personnage. Réponse dans la prochaine vidéo. Les potos, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce combat. Si t'es un anime et uniquement si t'es un anime, dis-moi qui tu vois gagner lors du prochain tour entre Muteba et Wakatsuki. Ceux qui ont lu la suite, soyez sympas, ne spoilez pas les copains. Et aussi mon poteau, abonne-toi. Bah oui. Enfin en tout cas si la vidéo t'a plu. C'est important, ça aide la chaîne à se développer, tu connais. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. Bah oui. 神が破れるはずがない立てよ時田オーバー